Alors donc ce soir, on parle d'adapter ses contenus. Si on commence à avoir la même attitude avec les contenus quand on est passé du e-learning au mobile learning en disant qu'il suffisait d'écrire plus petit, on est mal barré. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, vous, adapter ces contenus à l'époque de la formation qui est un peu plus fragmentée, un peu plus à distance, un peu plus asynchrone? On met tout à la poubelle ou on en fait quoi de nos contenus? On les On adapte. recycle. On recycle. On est pédagogico-responsable, non? Ouais, c'est vrai, pas de déchets dans les Pas de contenus, déchets. pas de déchets. Alors, je vais peut-être parler de ma toute petite expérience d'adaptation de contenu où on avait, à 4 jours du Neurolearning Day, on avait travaillé avec tous les experts pour faire les 12 ateliers de 1h30 en salle. Avec 30-35 participants, des ateliers très participatifs sur des thèmes qui tournaient tous autour des neurosciences, neurosciences et management, neurosciences et développement personnel, neurosciences et formation, neurosciences et coaching, enfin des trucs où il faut échanger entre humains. Et patatras, on a été obligé de faire tout ça à distance. Et c'est vrai que les experts, les intervenants ont été un peu déstabilisés. Et la première chose sur laquelle on a travaillé avec eux, c'est couper, parce que les interactions étaient un peu moins faciles à faire, avec des participants qui ne se connaissent pas, donc avec un peu plus, le brise-glace du café le matin n'était pas là pour faciliter les échanges. Donc première chose qu'on a fait, on a réduit les contenus, et puis on a essayé on ne va pas reparler de toutes les interactions, mais essayer que ça ne soit pas trop descendant, trop magistral, et laisser encore plus de place aux échanges. En fait, quand dans une conversation, et on va se rendre compte dans 30 secondes, quand le silence s'installe, la parole prend le dessus. Tout à fait. Puisque tu racontais une histoire, je vais en raconter une autre. C'était il y a 20 ans, les débuts de la classe virtuelle en langue. Donc, quand même, un sujet qui nécessite de communiquer. Parce que si on ne communique pas en classe virtuelle en langue, ça ne sert à rien de faire de la classe virtuelle. Et à l'époque, on ne parlait pas de remettre l'humain au cœur d'eux. Et du coup, nous, on a démarré ça avec des bons vieux PowerPoint, etc. Donc, très classique dans les contenus. Mais par contre, dans la démarche, on s'est très vite rendu compte que si ce n'est pas l'apprenant qui était au cœur de tout et qui prenait la main sur la prise de parole, ça allait devenir très, très vite chiant. Donc, je me rappelle, et ça a duré plusieurs années, l'une des premières choses que je disais aux formateurs que je formais à la classe virtuelle, c'était de leur dire qu'une classe virtuelle réussie, c'était une classe virtuelle où ils avaient parlé le moins possible et laissé le temps de parole le plus conséquent possible aux apprenants. Donc, finalement, laisser la place aux apprenants. Voilà, c'était il y a 20 ans, on n'avait pas encore tous ces débats sur ce qu'on évoque aujourd'hui. On va faire une soirée souvenir alors ce Revival. soir. Parce que moi j'ai un souvenir aussi à propos de formation en langue. Je n'étais pas partie prenante du projet. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé dans une grande entreprise française et qui, à propos de formation en langue, évoquait une modalité qu'il déclarait bien fonctionner chez eux. On se retrouvait à 5, 6, 7, 8 en classe virtuelle déjà, et ça remonte à aussi longtemps que ton anecdote aussi veut bien nous emmener, Virginie, c'est-à-dire une bonne grosse quinzaine d'années. Et chaque apprenant était invité, enfin les participants étaient invités à discuter entre eux dans la langue dont il était question, donc en anglais par exemple, et le rôle du formateur consistait à être très 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 bavard, mais textuellement, c'est-à-dire qu'en fait il retranscrivait les propos des uns et des autres pour qu'il y ait un degré de compréhension qui soit encore plus grand, parce que certains parlaient avec un accent d'une partie du monde, les autres avec un accent d'une autre partie du monde, mais on revient bien sur la posture du formateur qui s'efface un petit peu. C'est des questions qu'on se pose tous parce que finalement, adapter ces contenus, je ne sais pas s'il faudra beaucoup les adapter, sûrement, évidemment. Maintenant, le contenu reste le contenu. On évoque beaucoup le recours à la classe virtuelle. Après, peut-être que ce qu'il faudra adapter, c'est l'utilisation qu'on en fait.
Et donc, dans le redesign du contenu, je dois prendre en considération la reconstruction d'une forme d'espace. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de reconstruire toute une salle avec la même géographie que dans une salle, mais je vais en avoir besoin. Après, il va falloir aussi que j'adapte les outils, que j'adapte le contenu pour pouvoir diffuser via les tuyaux qui sont ceux que l'on a. Ouais, ça marche ou pas, ça? Oui. Ah, tu zoomes? Tu zoomes. Ouais, au moins déjà tu changes de, tu vois. Ça fait mal, ça. tu... Même si on est guidé, accompagné par des gens autour, des tuteurs, etc., on est quand même plus isolé, je veux dire. Et quand on est isolé, on est un peu caché. Et on a donc une liberté, une autonomie qu'on ne peut pas se permettre quand on est très observé par les camarades à côté. Il ne faut pas passer à côté de la motivation qu'on a à exploiter sa liberté. Alors quand on est en classe virtuelle, en général, on est très discipliné, parce que d'autant plus quand on ouvre les caméras, on ne va pas se barrer pour aller faire autre chose. Et quand on est en salle, c'est encore pire, on est enfermé du coup. Donc on est vachement discipliné à suivre, même si on a la tête ailleurs, à suivre un peu plus le rythme, etc. Quand on est à distance, cette liberté, c'est génial. Et moi, je me rends compte que ce qui marche extrêmement bien, quand on est à distance, que ce soit en synchrone, en classe virtuelle ou en asynchrone avec des devoirs, etc., c'est que le contenu, il n'apparaît pas en premier comme étant la base théorique sur laquelle on s'appuie pour faire des exercices ou des mises en pratique. Il apparaît après qu'on ait profité de sa liberté pour découvrir, creuser, faire des exercices. Moi, je trouve que quand on fonctionne comme ça marche vachement bien. C'est aussi une façon de retravailler le contenu qui est pas idiote. Il n'y a pas que sa forme ou sa granularité, mais il y a aussi la temporalité. Et il y a aussi le responsable, entre guillemets, du contenu, parce que là, je rebondis sur la notion de liberté, Philippe, c'est qu'on voit en présentiel, souvent les profs le disent avec les enfants et les ados, et l'avènement d'Internet, la parole, entre guillemets, challengée du professeur et du formateur, parce que les participants vont vérifier, chercher, creuser. Et je pense que ça peut être encore plus facilement le cas, notamment en classe virtuelle ou en asynchrone, parce que là, on est dans son chez-soi, personne ne nous voit et on peut en effet, en parallèle de ce qui se dit en classe virtuelle, aller creuser ce sujet et revenir avec ce qu'on a trouvé dans sa pêche ou dans sa chasse à. Et je trouve ça assez sympa et du coup, je trouve que ça décale la responsabilité de la production de contenu qui était très focalisée sur le formateur, le prof, beaucoup plus maintenant vers aussi les participants. Ouais, après, ça ne s'adapte pas forcément à tout. Enfin, là, on parle dans le monde professionnel essentiellement, mais si on regarde là, aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, c'est peut-être pour les universités pour donner les cours. Et quand un prof d'amphi doit donner un cours en ligne, ça va être compliqué de mettre de l'interaction avec 70 personnes connectées, quoi. Mais on a des outils de brainstorming qui vont permettre à tout le monde de s'exprimer. Et du coup, en effet, en mobilisant l'action et l'attention de tout le monde, on a moins de déperdition de personnes faisant autre chose. Et puis surtout, on a un contenu qui est hyper riche. Enfin, moi, du coup, je l'ai souvent fait avec des groupes de 40 à 60 personnes. Avec lesquels j'ai beaucoup bossé en brainstorming. Je leur ai même fait faire des choses, c'est-à-dire vraiment fait réaliser des supports, par exemple. Je me rappelle avoir formé à souhait des clients. C'était pas du tout de la démo, je leur montrais vite fait en 5-10 minutes et après je leur donnais des missions et ils le faisaient seuls ou à plusieurs en breakout sessions. Et ils revenaient avec leur réalisation, ils devaient la présenter. Et s'ils ne la présentaient pas en classe virtuelle, on la postait après sur le réseau social de l'entreprise pour que chacun puisse regarder ce qui s'était fait. Il faut trouver l'accroche et c'est vrai que ça demande un temps supplémentaire par rapport à l'amphi où on a l'interaction, on voit les personnes vraiment, on voit sur leur visage s'ils ont compris ou pas. Je pense qu'en visio, on peut plus masquer aussi les émotions parce qu'on se voit. Et donc, vu qu'on se voit, c'est un peu à double tranchant. On essaye de garder le sourire, d'être, de faire attention. Non, là, Nicolas, ça se voit qu'il se fait chier un peu. Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et puis, et Aurore, ta remarque
Ouais, forcément, super intéressante, mais on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, on ne se voit pas, on se voit sans se voir. Regardez si on prend un peu, si vous voulez, l'histoire de la classe virtuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la fête à la classe virtuelle. C'est le truc qu'on présentait quand même au début comme étant un outil pour former à distance, par exemple pour former à des logiciels. Quand Breeze, devenu Connect, est né, c'est Macromedia qui avait racheté cette solution, c'était pour en faire un couple avec Captivate qu'il avait racheté exactement en même temps. Et c'était pour former à du logiciel, hein. C'était à peu près tout. Alors, on a eu aussi de la formation en langue parce que y avait cette commodité. Et puis là, aujourd'hui, on multiplie les usages. Philippe, tu as parlé des LMS, mais aujourd'hui, je suis comme toi surpris, comme tout le monde surpris, en fait, de la définition qu'on nous donne des LMS aujourd'hui. En fait, on nous donne la définition de ce qu'on voudrait avoir aujourd'hui comme plateforme. Alors que nous, un LMS, c'est le truc qu'on a vu se créer ou qu'on a créé pour certains il y a 20 ans, avec des idées d'il y a 20 ans. Et c'est vrai que c'est très bizarre de voir des plus jeunes que nous aujourd'hui, ou pas jeunes, hein, au demeurant. Ça peut être des personnes de mon âge qui découvrent le digital learning, qui mettent les pieds dedans pour la première fois et qui écarquillent les yeux, mais incroyablement, quand ils apprennent ce qu'il y a dans un LMS au sens strict du terme. Nous, on a expérimenté 2 couples visio, formation comme aujourd'hui, avec Klaxoon et avec WooClap. Il suffit de mettre le lien dans la petite fenêtre conversée et tac, tout le monde se connecte et fait du WooClap ou du Klaxoon en même temps. Et toi, tu projettes l'écran comme tu projetterais l'écran en salle. Ça marche hyper bien, ça. C'est le duo vedette du moment. Bon, Jonathan, t'as rien dit. Ouais, il n'a rien dit, Jonathan. Non, parce que je vous écoute et j'ai plein de choses qui me viennent en tête sur tout ce que vous avez dit depuis le début, sur cette dimension de liberté, sur cette dimension de est-ce qu'on fait un seul contenu. Moi, ce que je fais quand je conçois une formation, c'est que je ne pense pas à la modalité. En fait, peu importe la modalité, et on verra après, ce qui compte avant tout, c'est le contenu pédagogique. Et au regard de chacun des contenus et de l'idée profonde qu'il y a à faire passer, quelle est la modalité qui s'y adapte le mieux, qui est la meilleure. Et après, en fonction des contraintes que j'ai, je prends ou je ne prends pas. Mais la première étape pour moi, c'est vraiment de se dire, OK, dans l'idéal, dans le monde rêvé, cette modalité-là va bien avec cet objectif-là parce que c'est là que l'apprentissage est le plus performant. Et c'est ce que tu disais, Aurore, hein, il y a du temps à passer pour reconcevoir ces contenus. Et je ne sais pas si ces espaces de liberté que tu citais, Philippe, je pense que c'est intéressant de le penser dans sa conception parce que ça veut dire comment je capte l'attention de mon apprenant. Comment je fais en sorte que le mec qui était avachi dans le fond de son amphi que je voyais quand je lui enseignais, à la limite, quand il est chez lui, il peut être avachi, mais s'il apprend quelque part, je m'en fiche qu'il soit avachi. Et en fait, je me rappelle d'un prof qui est un prof de pédagogie, et ça rejoint ce que tu es en train de dire, Philippe. En fait, c'est l'essence même de la pédagogie, c'est en fait tu mets quelqu'un au travail, tu lui fais faire les choses, et même si toi, tu n'as pas les connaissances, tu lui apportes comment trouver les connaissances. Et c'est tout l'art, en fait, d'être bon prof, entre guillemets, et de pouvoir enseigner quelque chose que toi-même, tu ne connais pas, mais tu vas pouvoir intervenir dans le cours de quelqu'un d'autre, parce que tu vas savoir comment trouver l'info, comment chercher et comment leur apporter ce savoir-là. Parce que justement, on n'est plus dans une posture très connue, très maîtrisée, sur laquelle le prof ou le formateur se doit de faire son show. En fait, on peut se permettre vachement de trucs. Déjà, tu as l'asynchrone qui aide beaucoup à donner à péter un peu le modèle. Et puis voilà, on est dans des expériences nouvelles. Alors, on peut s'amuser avec tout un tas de trucs, c'est rigolo. C'est difficile, mais... Ouais, mais c'est le moment de réinventer, bien sûr. C'est ce que je fais aussi en ce moment. C'est-à-dire que ma formation commence. D'ailleurs, elle n'a pas encore commencé, que j'ai déjà demandé à ce que les participants produisent quelque chose. Et elle commence à partir de ce moment-là. Je pense qu'apprendre aujourd'hui, c'est pas ce qu'était apprendre hier. Et du coup, ça fait de facto évoluer notre façon de travailler avec les apprenants. Monte le micro, Jonathan, t'entends pareil. Ouais. Mais tu sais, une de mes premières surprises quand j'ai commencé à travailler dans ce monde du digital learning, c'était la différence entre ce que moi je considérais être un produit de qualité et ce que mes clients considéraient être un produit de qualité. Et en fait, ça a été mon premier apprentissage, on va dire, du monde du travail. C'est cette dichotomie
entre l'attente de ton client et la qualité que toi, tu peux produire. Et dans 99% des cas, on me demandait le 10e de ce que moi, je voulais faire. Parce que ça suffisait, parce que ça plaisait et que… donc, ça crée beaucoup de frustration aussi pour le concepteur pédagogique. Mais oui, ça ne m'étonne pas ce que tu racontes. Et les gens sont très fiers de contenus qui sont absolument imbitables parce que, allez, 9 chances sur 10 qu'ils ne l'aient jamais vécu en tant que participant, quoi. Non, mais j'allais dire justement que Jonathan, mais comme Aurore, hein, tous les deux, vous avez dû connaître ce genre de presse dans vos boîtes précédentes. Hein. Oui. Dans mes boîtes précédentes et dans des boîtes chez qui je suis intervenue pour faire un audit sur les contenus, pour savoir comment améliorer l'efficacité pédagogique. Et là, pareil, j'ai demandé quel était le meilleur contenu, exactement ce que Philippe a fait, et j'ai pleuré, quoi. Je crois qu'on a tous vécu ça et on a tous versé des larmes. Ouais. Et c'est pour ça que tu as raison, Jonathan. En fait, quand tu dis montrez-moi, quand toi tu dis je vais vous montrer le meilleur contenu ou la meilleure formation que je peux vous proposer, et quand le client, tu lui poses la question montrez-moi la meilleure formation, celle dont vous êtes le plus fier, on ne parle pas du tout de la même chose. Non, ça n'a rien à voir en fait, parce que, et ça montre aussi une chose probablement de notre faute, hein, en tout cas sur l'ingénierie pédagogique et sur le monde de la formation, c'est qu'on ne passe pas assez de temps à comprendre le client. Il y a l'apprenant final, c'est une chose, et il y a le client aussi. Et c'est vrai que ses attentes à lui sont sans doute plus pragmatiques et malheureusement moins qualitatives. Moi, je me souviens d'un tout premier projet de e-learning que j'avais eu à faire tout début des années 2010, où ma cliente me dit non, surtout pas de son, pas de voix off. Et je lui dis, mais attendez, dans vos clients, il y a des femmes de chambre, il y a des gens qui ne lisent pas, donc ça va être extrêmement compliqué. Puis il y a le double encodage, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui font que… Et ça s'est fini, on a fini le projet, et elle m'a dit, ah mais en fait, il va falloir tout voider. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, c'était mon conseil depuis le début, mais pas de souci. Par contre, faut un chèque, quoi. Faut un peu de sous pour aller trouver les gens qui vont faire ça. Ah non, il n'y a plus d'argent. Bah oui, mais il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de voix off. Parce que plus un dispositif blindé est complexe, plus il faut accompagner, plus il faut communiquer en amont, pendant, après. Donc, il y a cette couche de complexité supplémentaire parce que ne fait pas de la com, parce que parfois, ça prend la forme de vrais mini-plans de com. Ne fait pas de la com qui veut. Il y a cette couche supplémentaire qui vient s'ajouter à qu'est-ce qu'on fait de nos contenus. Le cerveau humain, lui, par contre, continue à apprendre de la même façon, sauf qu'on ne le faisait pas, on ne sollicitait pas le cerveau comme il fallait, et je ne suis pas sûr qu'on le fasse encore très bien aujourd'hui. Mais lui, le cerveau, il n'a pas tant évolué que ça, et c'est là-dessus où on peut se baser sur notamment les neurosciences et les sciences cognitives, qui sont en fait des apprentissages pour tous les ingénieurs pédagogiques absolument fabuleux pour qui veut construire un contenu qui soit hyper adapté, quelle que soit la cible et quelle que soit la modalité. Et je pense qu'il faut revenir, et je vous parle de recherches qui ont plus de 60 ans pour certaines, hein, et qui sont toujours validées aujourd'hui. Et pourtant, moi, je le vois très très peu mis en œuvre dans la plupart des formations que je suis. Ceux auxquels on accède sur Internet, alors là, je pense à quelques contenus, je ne sais plus quelle est la plateforme, mais ça rejoint ce qu'on voit aussi à la télé. C'est fait sous la forme de brefs dessins animés, si je peux les appeler comme ça. C'est qu'on prend le contenu pédagogique et on l'englobe dans une histoire. On raconte l'histoire de ce contenu-là, de comment il vit, de comment il peut prendre forme, de comment il peut prendre corps, pour que justement ils viennent te prendre, te happer. Ça rejoint une dimension com ou marketing, comme tu le dis, Virginie. Mais c'est ce qui manque. Nous, on a des PowerPoint qu'on nous demande de rendre jolis. Mais parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est utiliser des outils qu'on nous donne comme étant les outils pédagogiques. On a tendance à oublier les jeux de notre enfance, etc. Moi, il y a un peu dans cet état d'esprit de catégorie que tu citais. Mon premier cours, ma première minute, c'est je fais faire un petit bac sur le mot, c'est facile, c'est formation pour les étudiants. Et je leur fais faire un petit bac en 3 équipes. On les fait participer, mais sur des choses qui intéressent. Et notamment tous les jeux de société ou tous ces trucs-là qui existent sont des mines d'or aussi pour l'ingénieur pédagogique. Hein. Et là aussi, les sciences cognitives, avec notamment Vygotsky sur sa zone proximale de développement, nous aident à se dire, OK, comment est-ce qu'on cible bien l'apprentissage et comment est-ce qu'on fait qu'on ne soit pas dans la zone de confort de l'apprenant et comment est-ce qu'on fait pour ne pas être non plus dans la zone de découragement de l'apprenant. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, le support a peu d'importance. Ce qu'il faut, c'est non pas reconcevoir les supports, mais concevoir de vraies activités, c'est ça?
Et donc, ça veut dire qu'il faut pas dépenser beaucoup dans le support, en fait, mais un peu plus de temps en conception d'activité et pas beaucoup de temps en production de support. Parce que une fois qu'on a cramé tout son budget en support... Alors, on prend les choses à l'envers, effectivement. Ouais. Quand on commence par le support, on commence par la fin. Mais c'est souvent ce qui a été fait, d'ailleurs. Et puis, ça reposera une question complètement débile pour finir par un truc complètement débile. Mais comment, avec tous ces outils, on reconstruit un dispositif grâce auquel on peut mesurer les activités, faire du tracking et tout ça? Ça sera un vrai sujet, il faut qu'on le rajoute, effectivement, la mesure de la performance des dispositifs. Moi, j'aime bien mesurer les deux choses, l'apprentissage que ça donne réellement derrière, la mesure de compétences acquises, et la performance du dispositif, qui n'est pas tout à fait la même chose. Bonne soirée. À plus. Bon, c'est une bonne soirée. Merci à tous. Salut. Ciao. Bye. Salut.